À son mariage, ma sœur a exigé ma maison du lac, soutenue par maman. Mon refus m'a valu une gifle. Sans broncher, j'ai passé un appel. 1 heure plus tard, l'arrivée d'un homme et son annonce publique l'ont laissé sous le choc. Je m'appelle Régine Dubois. J'ai 34 ans. Il y a 2 semaines, au mariage de ma sœur Manon, devant 200 invités, elle a exigé les clés de ma maison du lac comme cadeau de mariage. Ma mère Hélène se tenait à ses côtés et l'a dit à voix haute, « Tu travailles à l'étranger, pas de mari, pas d'enfant. À quoi cela te sert-il, Régine ?» J'ai dit non. Un seul mot. Ma mère m'a giflé. L'empreinte de sa main sur ma joue gauche est restée visible pendant 1 heure. 200 personnes ont regardé. Les parents d'Adrien Mercier ont regardé. Le quatuor à cordes a cessé de jouer. Je n'ai pas levé la main. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas parlé. J'ai ramassé ma pochette, suis allée sur la terrasse du hall, et passé un coup de fil. Ce que ma mère et ma sœur ne savaient pas, c'était ceci, mon père Gérard attendait depuis 4 ans pour me protéger, et il allait le faire depuis sa tombe. Je suis Régine. Voici l'histoire du mensonge que ma mère a gardé pendant 4 ans après la mort de mon père et de l'unique appel téléphonique qui y a mis fin. Maintenant, laissez-moi vous ramener à une matinée à Zurich, la semaine avant que je ne rentre chez moi. La lumière dans mon appartement de Zurich était basse et grise ce matin-là. Mars en Suisse, c'est la pluie et la pierre, et la fenêtre de ma cuisine donne sur une cour avec un arbre. J'ai versé du café noir dans la vieille tasse en émail de mon père Gérard, celle qu'il m'avait donnée quand j'étais partie à l'université il y a 16 ans. L'anse était ébréchée. Je ne l'avais jamais remplacée. Sur mon bureau se trouvait un carnet en cuir, marron foncé, doux à force d'être manipulé. Mon père me l'avait donné pour mes 16 ans avec une phrase, « Écris ce que tu vois. Ne discute pas, observe seulement. » J'avais gardé ce carnet à travers tous mes déménagements, Lyon, Marseille, Zurich. 3 appartements, 2 ruptures, un enterrement. À l'intérieur de la première de couverture, il y avait une photo. Mon père et moi sur le ponton de la maison du lac. Il tenait une canne à pêche. J'avais 12 ans. Il ne souriait pas, mais ses yeux oui. Il ne souriait jamais sur les photos. Il disait que son visage n'était pas fait pour ça. Le message vocal de la veille résonnait dans ma tête. La voix de ma mère Hélène, rapide, presque joyeuse, « Régine, signe déjà la maison du lac à ta sœur. Tu n'es même jamais sur ce continent. C'est la bonne chose à faire. Appelle-moi. » J'ai fermé le carnet. J'avais besoin de parler de ma famille avant de vous raconter la suite. Ma sœur Manon est née 5 ans après moi. Dès le jour où elle est rentrée de l'hôpital, ma mère Hélène l'a tenue comme si on lui avait enfin donné la bonne chose. Je ne me souviens pas avoir été tenue. Je me souviens d'avoir observé. Manon a grandi bruyante. Elle s'entraînait à rire devant le miroir. Elle taguait chaque publication Instagram avec exactement 3 hashtags. Ni plus, ni moins. Elle disait aux inconnus lors des fêtes ce qu'elle voulait qu'ils pensent d'elle. Et puis elle devenait cela. J'étais l'autre, celle qui observait. Mon père Gérard nous voyait toutes les deux. Il n'intervenait pas. Il ne prenait pas parti à voix haute. Il a regardé ma mère choisir Manon plutôt que moi à chaque anniversaire, chaque dîner, chaque Noël. Et il m'a regardé ne pas protester. Un soir, quand j'avais 12 ans, Manon a pris le collier que ma grand-mère m'avait laissé, l'a porté à l'école, disant qu'elle avait demandé la permission. Ce n'était pas le cas. Ma mère l'a soutenue, « C'est ta sœur. Vous partagez. Ne sois pas égoïste. » Cette nuit-là, mon père est venu dans ma chambre. Il s'est assis au pied de mon lit. Il a regardé le tapis pendant 1 minute entière avant de parler, hélènement comme d'autres respirent. Il a dit, « Fais attention à ça. » Il est parti. Il n'a rien dit d'autre. Je ne l'ai pas compris à l'époque. Je pensais qu'il était en colère à cause du collier. Manon s'est fiancée en mai de l'année dernière à Adrien Mercier. Sa famille était de la vieille fortune de la région de Lyon, le genre qui possédait des choses avant l'existence des actions.
Les Mercier avaient une maison dans un quartier chic de Neuville-sur-Saône et un nom qui ouvrait les portes de clubs de campagne fermés depuis un siècle. Ma mère Hélène m'a parlé des fiançailles au téléphone. Elle a utilisé une voix que je n'avais pas entendue depuis qu'elle avait été promue à son cabinet dentaire. La famille d'Adrien est importante. Régine, nous devons nous assurer que Manon se présente bien. J'ai mis le chat de groupe familial en silencieux cette nuit-là. Je l'avais fait des années auparavant, mais j'ai vérifié à nouveau pour être sûr. Notification désactivée. Écran de verrouillage silencieux. En un mois, j'ai commencé à voir l'expression « propriété en Savoie » apparaître dans des messages que je lisais mais n'ouvrais pas. Ma cousine Chloé m'a envoyé un SMS directement. Manon dit que vous arrangez les choses pour la maison du lac pour le mariage. C'est mignon. Je n'ai pas répondu. Je me suis dit que j'imaginais des choses. Je me suis dit qu'Hélène avait toujours trop parlé d'immobilier. Je me suis dit que ça passerait. En septembre, Manon m'a appelé depuis sa voiture sur une autoroute près de Marseille. Elle rayonnait comme elle rayonnait toujours quand elle voulait quelque chose. « Régine, on peut parler lune de miel ? On pensait à la maison du lac pour 2 semaines. Tu l'utilises à peine. Ça signifierait tout pour nous. » J'ai dit, j'y réfléchirai. J'ai raccroché. Je n'y ai pas réfléchi. En décembre, ma mère m'a appelé directement. Sans préambule, Régine, cède simplement la maison du lac à ta sœur. Tu n'en as pas besoin. Tu n'es pas sur ce continent. La famille d'Adrien s'attend à ce qu'elle apporte quelque chose. Arrête d'être têtue à propos de l'immobilier, ma chérie. J'ai raccroché cet appel aussi. J'ai ouvert le carnet en cuir pour la première fois depuis des années. J'ai lu au-delà de la première page. Les pages que je n'avais jamais lues contenaient l'écriture de mon père en lignes serrées et soignées. Date, observation, nom. 2 colonnes sur chaque page. Colonne de gauche, ce qu'Hélène a dit. Colonne de droite, ce qu'Hélène a fait. J'ai lu jusqu'à 2 heures du matin. J'aurais dû savoir à ce moment-là, mais je ne savais pas encore ce qu'il voulait dire. Le diagnostic est tombé un mardi de novembre 2021. Mon père Gérard m'a appelé à 6 heures du matin, heure de Zurich. Sa voix était la même que toujours, calme. Il a dit le mot « pancréatique » puis « stade 4 ». Et puis il a dit « Je suis désolé de te réveiller, mais je voulais être celui qui te l'annonce. » J'étais sur un vol pour Roissy-CDG dans les 36 heures. Mon équipe chez Helvetica Capital Partners a couvert mes arrières. Ma directrice, une Autrichienne nommée Brigitte, a simplement dit « Reviens quand tu reviendras. Ne pense pas à nous. » Je suis entrée dans la maison à Chambéry un samedi après-midi, et il était dans son fauteuil inclinable, plus petit que 3 mois auparavant, ses mains d'ingénieur reposant sur les accoudoirs. Il portait toujours sa montre de travail. Il n'avait pas travaillé depuis 7 ans, il la portait quand même. Il a levé les yeux vers moi quand je suis entrée. Il avait l'air fatigué. Il avait l'air lui-même. « Tu es venu vite. » Je me suis assise sur le pouf devant son fauteuil. Nous n'avons pas parlé du diagnostic ce premier jour. Nous avons parlé d'une fuite dans l'évier de la cuisine. Il m'a dit quelle vanne fermée au sous-sol. Il m'a donné le numéro de pièce du joint. Je l'ai noté sur une serviette en papier. C'est ainsi qu'il nous aimait. Par des instructions. Il ne m'a pas dit ce qu'il faisait déjà en privé. J'ai pris 6 semaines de congé sans solde. J'ai emménagé dans la chambre d'amis de mes parents. Ma mère Hélène l'avait repeinte l'année précédente, en jaune pâle. Elle avait accroché une photo d'une plage où nous n'avions jamais été. Les soins palliatifs ont commencé début décembre. Une infirmière venait 2 fois par jour. Une femme nommée Sophie. Elle était gentille. Elle avait un accent de Marseille et un lourd trousseau de clés. La chambre de mon père est devenue une petite île de routine, analgésique toutes les 4 heures, bouillon d'os d'un thermos. La fenêtre entr'ouverte même en hiver parce qu'il voulait entendre les oiseaux. Un matin à la mi-décembre, il m'a demandé de conduire une enveloppe au bureau de maître Antoine Leclerc en ville. Il me l'a donnée de la poche intérieure de son peignoir. Elle était scellée avec de la cire rouge, ses initiales GL pressées dans la cire sur le devant,
avec son écriture soignée. Ne l'ouvre pas, a-t-il dit. Remets-la à Antoine toi-même. Dis-lui que je le remercie. J'ai conduit les 20 minutes jusqu'au centre-ville. Les rues avaient une fine couche de neige fraîche. Leclerc et Associés se trouvaient dans un vieil immeuble en pierre de l'avenue des Tilleuls. La secrétaire m'a fait entrer. Antoine est venu à la porte lui-même. Il m'a regardé attentivement. Il n'a pas posé de questions. Il a pris l'enveloppe. Il m'a remercié. Il a dit une chose en partant, ton père est un homme profondément prudent, Régine. Dis-lui que je m'en occupe aujourd'hui. Je suis rentrée chez moi. J'ai dit à mon père que je l'avais remise à Antoine. Il a hoché la tête. Il est retourné dormir. Je n'ai pas demandé ce qu'il y avait dans l'enveloppe. J'aurais dû. Début janvier, mon père Gérard m'a demandé de conduire une deuxième enveloppe à maître Antoine Leclerc. Celle-ci était plus épaisse, scellée de la même manière, avec la même cire rouge, les mêmes initiales GL sur le devant. Les mêmes instructions, a-t-il dit. Remets-la à Antoine. Ne l'ouvre pas. J'ai conduit jusqu'au centre-ville. Antoine était à la porte d'entrée avant que je ne me gare. Il a pris l'enveloppe. Il l'a tenue un instant. Il a dit, dis à ton père que tout est en ordre. Je suis rentrée à la maison. Je l'ai dit à mon père. Il a fermé les yeux. Il a hoché la tête une fois. Il a dit, bien. C'est fait. Je lui ai demandé ce qui était fait. Il a dit, rien dont tu aies à te soucier. Assure-toi de manger quelque chose. Tu es trop maigre. Je lui ai préparé de la soupe. Je n'ai plus posé de questions. Fin mars, 3 semaines avant sa mort, mon père Gérard m'a demandé de le conduire une dernière fois à la maison du lac. Sophie, l'infirmière des soins palliatifs, a dit non. Elle l'a dit fermement. Elle a dit que ses niveaux de douleur étaient trop élevés. Mon père a attendu qu'elle parte. Puis il m'a demandé à nouveau. Il a dit, Régine, je vais avec toi ou avec la prochaine personne qui passera la porte. C'est à toi de décider qui tu veux que ce soit. J'ai emballé ses médicaments dans une petite trousse zippée. Je l'ai conduit dans sa vieille Buick. Le trajet durait 3 heures. Il a dormi la majeure partie du temps. Nous sommes arrivés à midi. Le lac était encore à moitié gelé. La lumière était claire, froide et très vive. Je l'ai aidé à sortir de la voiture. Il a marché jusqu'au ponton de son propre poids, une main sur mon coude. Nous nous sommes assis côte à côte sur le banc au bout du ponton. Il portait son lourd manteau de laine et le bonnet de laine que ma mère Hélène lui avait tricoté en 1998. Nous n'avons pas parlé longtemps. Il a regardé l'eau. Il a observé une seule oie atterrir sur la glace et marcher en 3 cercles lents. Puis il a fouillé dans la poche de son manteau et a mis une petite clé en laiton attachée à un porte-clés en cuir dans ma main. Le porte-clés était en vieux cuir. Le laiton terni par la manipulation. C'est pour le coffre-fort dans le placard de ma chambre. À l'intérieur du mur du fond, derrière l'étagère à chaussures. Hélène ne connaît pas ce coffre-fort. Elle pense que j'ai fait renforcer le mur pour des raisons d'assurance. Je l'ai fait construire il y a 5 ans. La combinaison est ton mois de naissance et ton année de naissance inversée. Je l'ai regardé, qu'est-ce qu'il y a dans le coffre-fort? Ce dont tu as besoin quand tu en as besoin. Ne l'ouvre pas avant. Tu sauras quand. D'accord. Il a refermé ma main autour de la clé. Il a dit, ne dis pas à ta mère pour le coffre-fort. Ne dis pas à Manon. Pas avant d'en avoir besoin. Je ne le ferai pas. Il est resté assis une longue minute de plus. Puis il a dit, je veux que tu te souviennes de quelque chose. Le ponton. Ce banc. La façon dont la lumière est sur l'eau en ce moment. Je me souviendrai. Bien. Nous sommes restés assis 1 heure de plus. Le froid s'est accentué. Il a frissonné. Je l'ai aidé à regagner la voiture. Nous sommes retournés à Chambéry. J'ai glissé la clé en laiton dans la poche arrière de mon carnet. Je l'ai oublié. Il est mort le 9 avril.
Juste après l'aube. Sophie était là. Ma mère était là. Manon était là. J'étais là. Il n'avait pas parlé pendant ces 12 dernières heures. Il a serré ma main droite une fois. J'ai tenu sa main pendant 40 minutes après. Les funérailles eurent lieu le samedi suivant. 200 personnes sont venues. Il avait travaillé chez Alstom à Belfort pendant 38 ans. Des ingénieurs sont venus de 3 régions. D'anciens collègues se tenaient au fond, vêtus du même type de costume sombre. Je suis rentrée à Zurich le lendemain. Moins de 48 heures après l'enterrement, ma mère Hélène avait commencé un léger glissement de langage. La maison du lac, dans ses conversations, est devenue la maison de Gérard, puis notre endroit, puis, à la fin du premier été, la maison du lac de la famille. Manon a rapidement adopté le rythme. Elle le faisait toujours. Et le mensonge a commencé. Je n'ai même pas remarqué que ce premier été après sa mort, ma mère et Manon ont séjourné à la maison du lac pendant 2 semaines. Elles ont publié 17 photos. Elles m'ont tagué dans 9 d'entre elles. La légende disait, tant en famille chez nous. Gérard nous manque, mais il aurait voulu ça. J'ai vu la publication depuis Zurich à 3 heures du matin. Je n'ai pas pu dormir. Je n'ai rien dit. C'était la première fois que je remarquais le mot « notre ». La deuxième fois, ce fut dans une carte de Noël que ma mère a envoyée en décembre. Elle avait des cartes préimprimées avec une photo de famille. La légende sous la photo disait « Des Dubois à notre retraite en Savoie ». La troisième fois, ce fut à Pâques l'année suivante. Ma tante Marguerite, la sœur aînée de mon père, m'a appelée de la Côte d'Azur. Elle avait reçu un appel de ma mère. Elle a dit, « Régine, ma chérie, ta maman m'a dit qu'elle et Manon organisaient les horaires d'été à la maison du lac. Je pensais que tu possédais cet endroit entièrement. Quelque chose a-t-il changé ?» J'ai dit, « Tante Marguerite, rien n'a changé. Maman ne fait que parler. Ne t'inquiète pas. » Elle a dit, « Es-tu sûre ?» J'ai dit, « Je suis sûre. » J'ai raccroché. Je suis restée assise dans mon appartement pendant 1 heure sans bouger. En 2023, la réécriture s'est accélérée. Ma mère a commencé à dire aux voisins que la maison du lac avait été achetée par nous deux ensemble au fil des ans. Quand elle l'a répété suffisamment de fois dans suffisamment de pièces, c'est devenu presque vrai pour elle. Manon a ajouté sa propre couche. Dans les chats de groupe avec les cousines, elle écrivait « Nous devons planifier notre été au lac. Toujours nous, toujours. » Elle a commencé à s'y référer sur Instagram comme le domaine familial. Domaine. C'était le mot qu'elle utilisait. Je l'ai remarqué depuis Zurich. Je n'ai rien dit. Je travaillais 60 heures par semaine chez Helvetica cette année-là. Nous avions un audit réglementaire majeur. Je me suis dit que je m'occuperais de ma famille après l'audit. L'audit s'est terminé. Je ne me suis pas occupée de ma famille. En 2024, 3 ans après la mort de mon père, ma mère m'a appelée avec une proposition décontractée. « Régine, que penserais-tu de transférer l'acte de la maison du lac à un titre conjoint ? Toi, moi et Manon, juste pour faciliter les choses, pour que nous puissions tous l'utiliser sans paperasse. La famille d'Adrien pourrait vouloir visiter si c'est clairement une propriété familiale. » J'ai dit « Non, maman. » J'ai attendu l'insistance. Elle n'a pas insisté. Elle a lâché l'affaire aussi vite. Le fait de lâcher prise était en soi une information. Mais le week-end suivant, lors d'un barbecue familial chez ma cousine à Annecy, elle a présenté la maison du lac à un voisin comme celle que Gérard voulait que Manon ait un jour pour quand elle s'installerait. J'étais assise à 1,20 m. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas corrigé. Le voisin, un chirurgien à la retraite nommé docteur Jacques Fournier, a regardé ma mère, puis moi. Il avait connu mon père. Il savait que la maison du lac m'appartenait. Son visage a vacillé. Il s'est tourné vers ma mère. Il a dit lentement, « C'est un beau sentiment, Hélène. » Il s'est éloigné de la conversation. 20 minutes plus tard, en allant au parking, il s'est arrêté près de ma chaise et a dit doucement, « Régine,
ton père m'a parlé de la maison du lac en 2021. Je veux juste que tu saches que je me souviens. Je l'ai remercié. Je lui ai dit que j'allais bien. J'ai attendu jusqu'à 20h et j'ai conduit à l'aéroport 4 heures en avance. Je me suis assise dans le terminal international de l'aéroport de Chambéry à manger de la pizza d'aéroport. Je me suis dit que j'étais partie à cause de mon emploi du temps. Ce n'était pas l'emploi du temps. Je faisais ça depuis presque 3 ans. Écoutez la réécriture, regardez la réécriture, laissez la réécriture s'installer. Une partie de moi avait décidé, dans le flou du chagrin, qu'il était plus facile de laisser ma mère construire son histoire que de discuter. Mon père était parti. Il ne pouvait pas être blessé. La maison du lac n'était qu'une propriété. Une propriété n'est pas une colline pour mourir. Sauf que ce n'était pas juste une propriété. Je ne l'avais juste pas encore réalisé. Janvier 2026. J'étais rentrée chez moi pour un Noël retardé. 3 jours chez ma mère Hélène à Chambéry. 3 jours de trop. Ma mère avait insisté pour cuisiner chaque repas. Elle m'avait coincée dans la buanderie le 2e jour et avait dit, « Régine, tu dois vraiment régler cette histoire de maison du lac avant le mariage. Les Mercier poseront des questions. » Je n'ai pas répondu. Je suis montée et j'ai préparé un sac de voyage. Le 4e jour, je lui ai dit que j'avais besoin de 2 nuits à la maison du lac. Un peu de calme, un peu de répit. Elle n'a pas aimé. Elle a laissé passer. Elle ne s'est pas proposé de venir. J'ai conduit les 3 heures seule. La maison du lac était froide et vide. Le chauffage a mis 1 heure à réchauffer les chambres. J'ai fait un feu dans le poêle à bois. J'ai préparé une soupe en conserve. Je me suis assise sur le ponton au coucher du soleil et j'ai essayé de me souvenir du visage exact de mon père. Je n'y suis pas tout à fait parvenue. Le lendemain matin, j'avais besoin de trouver un dossier d'assurance. Je me suis souvenu qu'il le rangeait dans le coffre-fort au sol du placard de la chambre principale. Le coffre-fort derrière le mur du fond, derrière l'étagère à chaussures. Je suis allée au placard. J'ai écarté l'étagère à chaussures. Le mur derrière était peint en blanc. Il y avait une fine fente. Je me suis agenouillée. J'ai sorti la clé en laiton de mon carnet pour la première fois en 3 ans. J'ai appuyé sur le panneau caché. Il s'est ouvert. Le coffre-fort était derrière, encastré dans les montants. Un petit coffre-fort au sol standard avec un clavier numérique et une fente pour clé. J'ai entré la combinaison, mon mois de naissance et mon année de naissance inversée. Le clavier a bipé. J'ai tourné la clé. La porte du coffre-fort s'est ouverte. À l'intérieur, derrière le dossier, se trouvaient 2 choses, une épaisse enveloppe scellée à la cire rouge, les initiales GL gravées, identiques à celles que je lui avais remises, et une lettre pliée sur son papier à en-tête, non scellée, avec mon nom écrit de sa main soignée sur le devant. Jusqu'à ce que j'ouvre le coffre-fort, j'avais été une fille qui laissait les choses filer. Après avoir ouvert le coffre-fort, je n'étais plus cette fille. Si vous avez déjà fait partie d'une famille qui réécrit les paroles de votre père après sa mort et regardez tout le monde s'y conformer parce que c'est plus facile, je veux vous entendre. Laissez un commentaire ci-dessous. Je les lis. Je me suis assise sur le sol du placard de la chambre. Le tapis sous mes genoux était plus vieux que ma sœur. J'ai tenu la lettre non scellée dans mes mains et j'ai lu le premier paragraphe. « Régine, si tu lis ceci, cela signifie que ta mère a tenté quelque chose. Je suis désolée. Je ne voulais pas te laisser cela, mais je devais te laisser protéger. Et la seule façon que je connaissais était de m'assurer que la vérité était quelque part où elle ne pouvait pas l'atteindre. » J'ai arrêté de lire. J'ai refermé la lettre. Je l'ai tenue contre ma poitrine un instant. Je me suis levée. J'ai quitté la chambre, traversé la cuisine, sorti par la porte arrière, descendu le chemin de gravier jusqu'au ponton. Le soleil du matin était sur l'eau. L'air froid, pas de vent, le lac était un miroir. Je me suis assise, les jambes pendantes au-dessus du bord du ponton, au même endroit où mon père m'avait remis la clé en laiton 3 ans auparavant. J'ai ouvert l'enveloppe scellée à la cire avec soin avec mon ongle. La cire s'est craquée net.
À l'intérieur se trouvait un document de plusieurs pages, agrafé, imprimé sur du papier épais. La page de couverture était intitulée « Fiducie révocable famille Dubois », modifiée et consolidée le 14 décembre 2021. J'ai lu seulement 3 pages, la page de couverture, la liste des actifs, la ligne du bénéficiaire. La liste mentionnait un actif, propriété immobilière au lac du Bourget, Aix-les-Bains, Savoie. Acte précédemment détenu au nom de Gérard Dubois, individu, transféré en fiducie le 14 décembre 2021. Source des fonds, compte de supplément de retraite personnel Dubois, établi en 1981, jamais mélangé. La ligne du bénéficiaire disait, au décès du constituant, ladite propriété sera transmise intégralement à Régine Marguerite Dubois, fille, en tant que bénéficiaire unique, libre de toute réclamation du conjoint ou de tout autre héritier. Fiduciaire, Maître Antoine Leclerc, Leclerc et associés, Chambéry, Rhône-Alpes. Je l'ai lu une fois. Je l'ai lu 2 fois. Je l'ai lu une 3e fois. Il y avait un 4e nom à la page 3. Une ligne de signature de témoin, Dr. Jacques Fournier, chirurgien à la retraite. Le même voisin qui s'était arrêté près de ma chaise à Annecy. Antoine, l'homme à qui j'avais remis l'enveloppe scellée à la cire pendant les derniers mois de mon père. L'homme qui avait dit, « Ton père est un homme profondément prudent. » Je lui avais apporté cette enveloppe. J'avais porté cela. J'avais fait partie de cela et je ne le savais pas. Je suis restée assise sur le ponton pendant longtemps sans bouger. J'ai commencé à compter à rebours. Avril 2022, mai, juin, juillet. Les premières photos de chez nous. L'appel téléphonique de tante Marguerite. La première carte de Noël. L'appel téléphonique concernant l'acte conjoint. Le barbecue à Annecy. La phrase discrète du docteur Fournier concernant le souvenir du message vocal de décembre. Les fiançailles de Manon. Les mentions informelles de « propriété en Savoie ». L'instruction de ma mère de « simplement la céder ». 4 ans. 4 ans à me faire dire de 100 petites façons que les volontés de mon père étaient autres que ce qu'il avait réellement écrit le 14 décembre 2021. Je suis restée immobile. Je suis retournée à Chambéry cet après-midi-là. J'ai enfermé les documents dans le coffre de ma voiture de location. Je n'ai pas dit à ma mère ce que j'avais trouvé. Je me suis assise à sa table de dîner ce soir-là et l'ai laissé me parler des plans de mariage. J'ai hoché la tête. J'ai posé des questions sur les fleurs. J'ai posé des questions sur le plan de table. J'ai posé des questions sur le menu. Elle a dit, j'ai dit à l'organisatrice que nous voudrions des centres de table supplémentaires pour la table d'honneur. La mère d'Adrien est particulière. C'est gentil. Maman, as-tu encore réfléchi à la maison du lac, Régine? J'y réfléchis. Elle s'est éclaircie. Bien. C'est tout ce que je demande, que tu y réfléchisses. Elle a rempli mon verre de vin. Dans ma chambre d'hôtel cette nuit-là, j'ai photographié chaque page de la fiducie. J'ai photographié les 2 côtés de la lettre de mon père. J'ai envoyé les photos à moi-même sur 3 comptes séparés. J'ai téléchargé les photos sur 2 dossiers cloud cryptés. Je les ai gravées sur une petite clé USB. J'ai ouvert le carnet en cuir pour vérifier quelque chose. J'ai parcouru les entrées par date. Sur une page datée du 13 décembre 2021, la veille de la signature de la fiducie, mon père avait écrit une phrase, « Fournier a accepté de témoigner. » Bon homme. J'ai fixé la ligne. Il avait nommé le témoin dans son propre carnet 1 an avant que je n'ai jamais besoin de savoir. Il avait tout documenté. Chaque conversation, chaque signature, chaque étape. J'ai fermé le carnet et j'ai dormi 4 heures. Le lendemain matin, j'ai appelé tante Marguerite en Côte d'Azur. Je lui ai dit que j'examinais quelque chose discrètement et lui ai demandé de garder notre conversation confidentielle. J'ai demandé, quand maman t'a appelé à propos de la maison du lac, quelle était la date? Elle a marqué une pause. Je tiens un registre d'appels. Vieille habitude. Attends. J'ai entendu des pages tourner. 12 août 2022.
Elle m'a appelé à 10 heures du matin. Elle a dit que Manon aurait besoin de cette propriété un jour et que je ne devais pas en parler quand je te parlerai. Je l'ai remerciée. Elle a dit, Régine, ta mère a-t-elle des ennuis? J'ai dit, je te ferai savoir. Je suis rentrée à Zurich le 12 janvier. Je n'ai pas dit au revoir en personne. J'ai laissé un mot dans la cuisine. Pendant 3 semaines, je n'ai rien fait de visible. Je suis allée au travail. Je suis allée à la salle de sport. J'ai préparé le dîner à la maison. J'ai laissé l'information s'installer en moi jusqu'à ce qu'elle cesse de ressembler à un feu et commence à ressembler à un fait. Le matin du 2 février, j'ai écrit un email à Maître Antoine Leclerc, Simo, j'ai trouvé ce que mon père m'a laissé. Peut-on parler? Il a répondu en moins d'1 heure. 2 phrases, nous devons nous parler en personne. J'attendais. J'ai acheté un billet pour Chambéry pour le week-end suivant. Il y avait un nom que je devais appeler. J'ai acheté le billet. Maître Antoine Leclerc m'a accueilli à la porte d'entrée de Leclerc et Associés un samedi matin de mi-février. Le bureau était dans une rue calme de l'avenue des Tilleuls. Le bâtiment avait 3 étages en pierre du XIXe siècle. Antoine avait 68 ans. Il portait un costume bleu marine. Il avait les cheveux blancs coupés courts. Il avait une légère courbure à l'épaule droite. Il m'a serré la main. Il m'a servi du café dans son bureau depuis une carafe en verre sur un buffet, comme je me souvenais qu'il le faisait en 2021. Il ne s'est pas assis avant que je ne le fasse. Avant que je n'ai bu une gorgée, il a dit une chose, ton père m'a dit d'attendre que tu viennes à moi. Alors j'ai attendu. Depuis combien de temps attendiez-vous? 4 ans et 10 mois. J'ai posé le café. Montrez-moi tout. Commencez par le début. Antoine a ouvert un épais dossier de la crédence derrière son bureau. Le dossier avait 4 onglets. Des papiers plus anciens à gauche, des papiers plus récents à droite. Tout était daté, tout était référencé. Il m'a expliqué la fiducie étape par étape. Il m'a montré les notes d'admission de mon père datant du 30 novembre 2021, 11 jours après le diagnostic. Il m'a montré les formulaires d'attestation de capacité signés par 2 témoins le 14 décembre 2021, le docteur Jacques Fournier, et un homme nommé Grégoire Bernard, l'ancien collègue de mon père chez Alstom, également toujours en vie, également prêt à témoigner. Il m'a montré l'acte de transfert de propriété originale de Gérard Dubois, individu, à la fiducie révocable famille Dubois, daté du 14 décembre 2021, déposé auprès du greffe des actes de Savoie au lac du Bourget le 21 décembre 2021. Il m'a montré la documentation sur la source des fonds. Le compte de supplément de retraite personnel de mon père, créé en 1981 dans une banque différente des comptes familiaux conjoints, avec des relevés remontant à 40 ans. Il n'avait jamais touché aux économies conjugales. La maison du lac avait été payée entièrement, chaque euro, avec de l'argent qu'il avait économisé séparément toute sa vie d'adulte. J'ai demandé qui était au courant. Seulement ton père, moi, le docteur Fournier et monsieur Bernard. Aucun des témoins n'a jamais rencontré ta mère socialement. Ton père les a choisis pour cette raison. J'ai demandé ce que ma mère avait fait. Antoine s'est tourné vers un autre onglet. Onglet 3. Le 11 mai 2022, un mois après les funérailles de ton père, ta mère est arrivée à ce bureau sans rendez-vous. Elle est passée devant ma secrétaire. Ma secrétaire a appelé mon bureau 2 fois. Ta mère a dit qu'elle ne partirait pas avant que je ne la voie. Elle s'est assise dans la chaise où tu es assise maintenant. Il a lu ses propres notes contemporaines écrites ce même matin, citation, vous devez détruire ce document mis à jour, Antoine. Cela déchirera la famille. Gérard n'était pas lui-même quand il l'a signé. Il était sous morphine. Le testament original de 2018 est ce qu'il voulait vraiment. Je vous demande, en tant qu'avocat de la famille, de faire ce qui est juste. Fin de citation. J'ai répondu que je n'étais pas l'avocat de la famille, que j'avais été l'avocat personnel de Gérard, que la fiducie avait été signée avant que toute prescription de morphine palliative ne soit remplie, et que je ne détruirais aucun document. Elle est partie à 10h31 du matin. Ma secrétaire a été témoin de son départ.
J'ai demandé s'il y avait un enregistrement. Il a tourné la page. 4 jours plus tard, le 15 mai 2022, ta mère a laissé un message vocal sur la ligne principale du cabinet à 16h18. Le système de messagerie vocale conserve tous les messages pour toute la période de rétention. Je ne l'ai pas supprimé. Il a décroché son téléphone de bureau, a composé un code interne, a mis l'appel sur haut-parleur. J'ai entendu la voix de ma mère. 4 ans plus jeune, rapide, presque joyeuse, Antoine, c'est Hélène Dubois. J'ai besoin que vous détruisiez ce document mis à jour. Cela déchirera la famille. Gérard ne pensait pas clairement quand il l'a fait. S'il vous plaît, détruisez-le. Rappelez-moi. Le message vocal s'est terminé. Antoine a raccroché. La pièce était très silencieuse. Il a dit, je l'ai rappelé le 17 mai. Je lui ai répété que je ne détruirais pas le document. Je lui ai dit que toute tentative future de ma part de solliciter une modification ou la destruction de la fiducie serait documentée et signalée. Elle n'a plus appelé. J'ai demandé à Antoine une copie du fichier du message vocal. Il a dit qu'il avait déjà exporté vers un fichier numérique et qu'il m'attendait sur une clé USB. Il m'a remis la clé USB dans une petite enveloppe matelassée. J'ai demandé à Antoine quelles étaient mes options. Il les a exposées sans parti pris. Je pouvais déposer formellement les documents de la fiducie auprès du greffe du comté de Savoie, ce qui rendrait la chaîne de titre de la Maison du Lac incontestable publiquement. Je pouvais envoyer à ma mère une lettre recommandée par l'intermédiaire du bureau d'Antoine expliquant la situation. Je pouvais la confronter en privé. Je pouvais attendre. Je pouvais intenter une action pénale pour la sollicitation de mai 2022, qui, en France, pourrait être poursuivie en vertu des lois sur l'altération de documents. Bien qu'Antoine ait dit qu'il ne déposerait pas plainte sans ma demande. Il a dit, quoi que vous choisissiez, j'agirai quand vous m'appellerez. J'ai posé une autre question, quelqu'un d'autre de la famille vous a-t-il déjà contacté? Antoine a marqué une pause. Il a sorti un mince dossier du bas de la crédence. Votre sœur a appelé ce bureau 2 fois, les 2 fois en 2024. Le premier appel était le 8 mars 2024. Elle a demandé à ma secrétaire s'il existait un document de fiducie lié à la propriété du lac. Ma secrétaire lui a dit, selon le protocole, que nous ne pouvions pas discuter des affaires des clients. Le deuxième appel était le 2 octobre 2024. Elle a posé la même question avec des mots différents. Elle a dit, je veux juste m'assurer que ma mère et moi n'allons pas être surprises par quoi que ce soit quand ma sœur décidera d'être égoïste. Ma secrétaire a noté l'appel. Votre sœur n'a plus jamais appelé. Je l'ai regardé. Manon savait qu'il pouvait y avoir un document. Elle se doutait. Elle ne savait pas. Et ma mère savait. Elle savait qu'il y avait un document. Elle en connaissait le contenu. Et elle a choisi de construire une histoire de 4 ans par-dessus. Oui, les preuves le confirment. Je suis restée avec ça un instant. J'ai sorti le carnet en cuir de mon père. J'ai ouvert une page blanche. J'ai écrit une date, le 21 mars. Antoine a regardé la date, le mariage de Manon. Oui. Il a hoché la tête une fois. Il n'a pas discuté. Il n'a pas conseillé. Il n'a pas demandé pourquoi. Il a dit, appelez-moi le jour J. Je serai proche. J'ai fermé le carnet. J'avais tout ce dont j'avais besoin. Maintenant, il ne me restait plus qu'à attendre. Je suis rentrée à Zurich par le vol du dimanche soir. J'ai dormi dans l'avion pour la première fois depuis des mois. J'ai déballé mes affaires à la maison, préparé le dîner, fait la vaisselle et plié le linge. Des choses routinières. J'avais besoin de routine. Tard cette nuit-là, je me suis assise à ma table de cuisine avec la lettre de mon père étendue à plat devant moi. Je l'ai lue du premier mot au dernier. 2 pages, recto verso. Son écriture soignée, le genre de calligraphie des ingénieurs, chaque lettre précise, chaque marge égale. Il a écrit sur le fait de voir la dynamique. Il s'est excusé de ne pas m'avoir protégé plus tôt. Il a dit qu'il avait été un homme prudent, un homme observateur, un homme tranquille.
Il a dit qu'il avait décidé en novembre 2021, la nuit après son diagnostic, que l'observation ne suffisait plus. Il a expliqué la maison du lac. Il a écrit qu'il l'avait achetée à l'été 2018 en utilisant de l'argent d'un compte de supplément de retraite qu'il avait gardé séparé des économies conjugales pendant 40 ans. De l'argent qu'il avait mis de côté euro par euro, décennie après décennie, parce qu'il avait voulu laisser une chose à la fille qui ne demandait jamais rien. Il a écrit sur moi, la façon dont je remarquais, la façon dont je ne discutais pas, la façon dont j'avais porté des choses pour la famille sans jamais être remercié. Il a écrit, Régine, tu es la fille qui n'a jamais rien demandé. Alors, je demande en ton nom. Prends ce qui est à toi. Construis une vie qui est à toi. Et quand tu auras besoin de moi, regarde l'eau. Je veillerai. Il a signé, veillant toujours, papa. Je l'ai lu 3 fois. Puis j'ai pleuré pendant 2 heures. Puis je me suis arrêtée. Le lendemain matin, je suis retournée feuilleter le carnet en cuir, page par page. Chaque page que mon père avait jamais écrite, que je n'avais jamais pris la peine de lire au-delà de la première. Les pages étaient remplies d'observations, datées, silencieuses, le genre de notes qu'un ingénieur prendrait. Octobre 1997, Hélène a présenté Manon à un voisin comme l'intelligente. Régine était à la même table. Mars 2003, Hélène a donné à Manon le collier qui avait été promis à Régine. Régine n'a rien dit. Surveille ce schéma. Décide d'intervenir ou non. Juillet 2010, Régine a remporté un prix à l'école. Hélène a manqué la cérémonie pour emmener Manon faire du shopping. Régine n'a rien dit sur le chemin du retour. Décembre 2018, Maison du Lac achetée. Ne le dis à personne pour l'instant. Titre à mon seul nom. Financé par le compte de supplément. Hélène suppose un joint. Novembre 2021, diagnostic pancréatique stade 4. 6 à 8 mois. Temps d'agir sur la question de la Maison du Lac. 14 décembre 2021, fiducie signée au bureau d'Antoine Fournier et Bernard ont été témoins. Documents sécurisés. Régine ne sait pas encore. Elle saura quand elle en aura besoin. Janvier 2022, lettre pour Régine rédigée. Placée dans le coffre-fort. Clé donnée bientôt. Il documentait depuis 30 ans. Il l'avait vu bien avant moi. Je suis restée assise avec le carnet sur mes genoux jusqu'à ce que le soleil se lève sur les toits. Puis j'ai pris une décision. J'ai pensé à le faire discrètement. J'aurais pu déposer les documents de la fiducie auprès du greffe du comté, envoyer à ma mère une lettre recommandée expliquant que son récit de 4 ans avait été incorrect, et la laisser absorber la nouvelle dans sa cuisine, porte fermée. Une rétractation privée aurait protégé ma mère. Cela aurait protégé Manon. Mais il y avait quelque chose de plus que je devais comprendre avant de faire le choix. J'ai appelé ma cousine Chloé un samedi après-midi. Chloé travaillait à Marseille comme avocate d'affaires. Elle avait l'âge de Manon. Elle avait été à la fête de fiançailles dans le quartier chic de Neuville-sur-Saône. Je lui ai demandé nonchalamment, « Chloé, sais-tu quelque chose sur la mise en place du contrat de mariage de Manon avec les Mercier? Quelqu'un t'en a-t-il parlé ?» Elle est restée silencieuse un long moment. « Régine, je ne devrais pas te dire ça. Dis-moi. Il y a une déclaration d'actifs annexes. Manon a listé la Maison du Lac en Savoie comme l'un de ses actifs apportés à 1,6 million d'euros. Les Mercier ont structuré une contribution équivalente de leur côté. Le tout est subordonné à la véracité de ces déclarations. J'ai laissé le silence s'installer. Chloé a dit, « J'ai supposé que tu savais. J'ai supposé qu'il y avait un arrangement. » Il n'y a pas d'arrangement. Le silence de son côté était différent maintenant. Elle a dit, « Régine, c'est une fraude. » Je sais. Ce n'est pas seulement un drame familial. C'est une fausse déclaration passible de poursuite dans un contrat de mariage. Les avocats des Mercier démantèleront toute la structure s'ils découvrent. Je sais, a-t-elle dit. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai dit, je vais la laisser leur montrer elle-même. J'ai choisi la vérité. Pas discrètement, pas en privé.
Là où tous ceux qui devaient la voir pouvaient la voir en même temps. J'ai appelé Antoine le 26 février. Je lui ai posé une question, viendrez-vous si je vous appelle le 21 mars? Il y a eu une pause sur la ligne. Il a dit, je serai à Annecy ce matin-là. J'attendrai dans un café à 2 pâtés de maison du complexe. Vous m'appelez quand vous voulez que je sois dans la pièce, pas avant. Merci, Régine. Oui. Votre père aurait voulu être là, alors je serai là pour lui. J'ai raccroché. Ce soir-là, j'ai appelé le docteur Jacques Fournier à Annecy. Il a répondu à la 3e sonnerie. Je lui ai dit qui j'étais. Il a dit, je sais qui vous êtes, Régine. Je lui ai demandé s'il se souvenait du témoignage de décembre 2021. Il a dit, je m'en souviens comme si c'était la semaine dernière. Votre père m'a fait conduire au bureau d'Antoine un mardi enneigé. Il était mince, mais son esprit était clair. Il a lu chaque page de la fiducie à voix haute. Il a signé devant moi et Grégoire Bernard. Il nous a demandé à tous les deux si nous pensions qu'il agissait sous influence indue ou contrainte. Nous avons tous deux dit non. Nous avons signé. J'ai demandé, seriez-vous prêt à témoigner de ces faits si nécessaire? Il a dit, je serais prêt à conduire à Chambéry demain si cela devait arriver. Votre père était un ami. Je l'ai remercié. Il a dit, Régine, prenez soin de vous. J'ai raccroché. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait à son propre mariage. Début mars, j'ai pris l'avion pour Marseille pour ce que ma mère avait appelé un petit déjeuner de sœurs avant le mariage. C'était dans un endroit branché du quartier des Puces. Manon l'avait organisé. 3 de ces demoiselles d'honneur étaient là, 2 cousines, ma mère, moi. La conversation portait sur les fleurs et les plans de table. J'ai écouté. J'ai mangé des œufs. J'ai bu du café noir. Ma mère n'arrêtait pas de toucher son collier de perles. Elle le faisait chaque fois que Manon racontait une histoire sur la famille Mercier. Après 90 minutes, Manon a annoncé qu'elle devait partir pour un essayage. Le groupe s'est dispersé. 2 des demoiselles d'honneur m'ont invité à prendre un café au coin de la rue. Elles étaient amicales. L'une d'elles, une jeune associée dans un cabinet d'avocats de Marseille nommée Camille, avait déjà bu 2 mimosas au petit déjeuner. Nous nous sommes assises dans une banquette arrière d'un café de la rue de la Paix. Camille s'est penchée en travers de la table. Je veux juste dire, Régine, tu es si généreuse avec cette histoire de Maison du Lac. Si généreuse? J'ai souri. J'ai penché la tête. Dis-moi plus ce que tu veux dire. Camille a fait un geste de la main. Manon nous a parlé de l'accord annexe. Les Mercier égalent ses actifs apportés. La Maison du Lac est le plus important. Tu fais vraiment en sorte que ce mariage fonctionne pour elle. L'autre demoiselle d'honneur, une rousse nommée Léa, lui a donné un coup de pied sous la table. Camille l'a repoussé. Oh, allons. C'est la famille. Régine le sait. J'ai continué à sourire. Bien sûr. Je suis juste contente que tout se mette en place. Quand Manon a-t-elle réglé tout ça? Je veux m'assurer d'avoir le bon timing pour la paperasse. Camille, serviable, août dernier. Les avocats des Mercier ont insisté sur la déclaration annexe avant de procéder au contrat de mariage. Manon a signé sa liste d'actifs apportés à leur bureau de Grenoble. Elle nous a dit que la valeur qu'elle avait donnée à la Maison du Lac était basée sur une estimation récente que sa mère avait faite. J'ai laissé les mots s'installer dans ma tête. J'ai demandé, Manon a-t-elle mentionné comment ma mère a obtenu une estimation? Camille a haussé les épaules. Un évaluateur local en Savoie. Hélène s'en est occupée. Manon a dit que sa mère était douée pour la logistique. Léa, plus prudemment maintenant, Régine, es-tu d'accord avec tout ça? J'ai dit, je vais bien. Je veux m'assurer que ma sœur a tout ce dont elle a besoin. J'ai payé le café de tout le monde. J'ai laissé 25% de pourboire. Je suis allée à mon hôtel. Dans ma chambre, j'ai assemblé le reste des pièces. Les Mercier avaient structuré un arrangement de contribution équivalente.
Manon a listé des actifs, y compris la maison du lac à 1,6 million d'euros, évaluée par une estimation que ma mère avait discrètement arrangée. Les Mercier ont égalé. L'accord, un document annexe rattaché au cadre principal du contrat de mariage, était subordonné à la véracité des déclarations de Manon. Ma mère n'avait pas seulement permis la fraude. Elle l'avait facilitée. Elle avait commandité l'estimation. Je suis restée assise au bureau de l'hôtel pendant longtemps. J'ai appelé Antoine depuis le téléphone de la chambre d'hôtel. Je lui ai parlé de l'estimation. Il a pris des notes. Il a dit qu'il demanderait à sa parajuriste de contacter le bureau de l'évaluateur de Savoie lundi matin pour savoir quel expert agréé avait été engagé et quand. Moins de 4 heures après mon appel, il m'a envoyé un message d'une ligne, évaluateur localisé. Il fournira les dossiers sur demande. Le nom d'Hélène est sur la lettre d'engagement. Je suis restée avec ça. Le nom de ma mère sur une lettre d'engagement pour une propriété qu'elle ne possédait pas. Lié au contrat de mariage de sa fille. Je n'allais pas exposer Manon. J'allais laisser Manon s'exposer elle-même. J'ai pris l'avion pour Roissy-CDG le matin du 19 mars. J'ai loué une voiture à l'aéroport. J'ai conduit les 4 heures jusqu'à Annecy. Je me suis enregistrée au Grand Hôtel Impérial sous mon propre nom. J'ai commandé une salade dans ma chambre. J'ai lu pendant 2 heures. Cette nuit-là, j'ai marché sur le domaine de l'hôtel. Le lac était sombre. Le vent était vif. Je suis restée au bord de l'eau pendant 10 minutes. Je suis retournée dans ma chambre. J'ai dormi 7 heures. C'était la meilleure nuit de sommeil que j'avais eue depuis 4 ans. Le mariage était le samedi 21 mars. Je suis descendue prendre le petit déjeuner à 9 heures. Ma mère Hélène m'a vue au buffet. Elle est venue. Elle m'a serré dans ses bras avec raideur. Elle m'a tenue à bout de bras. Régine, cette robe est un peu simple pour un mariage, mais elle te va bien, ma chérie. La robe était en soie bleu marine, longueur genou, ligne simple. Mon père aimait le bleu marine. Merci, maman. Manon est apparue dans l'embrasure de la porte. Elle m'a vue. Elle est venue. Elle m'a embrassée sur les 2 joues. Elle a ri de son rire répété. Grand jour. Grand jour. Tu es prête, Régine? Je suis prête. Bien. Parce que j'ai tellement de choses à te demander plus tard. Elle a fait un clin d'œil. J'ai versé du café. Adrien a traversé la salle à manger avec son père. Il m'a fait un signe de tête poliment. Il ajustait ses boutons de manchette. Sa mère est arrivée à l'hôtel à 13 heures. Je l'ai vue entrer par le hall, boucle d'oreilles en perles, tailleur de couleur crème. Elle a embrassé ma mère sur la joue. Elle ne m'avait pas encore vue. J'observais tout le monde depuis une petite chaise près de la cheminée du hall. À 15 heures, je suis allée à la cérémonie. À 16 heures, Manon était mariée. À 17h30, je suis entrée dans la salle de bal. La salle de bal de l'hôtel Impérial était chaleureusement éclairée. Nappe blanche, centre de table en cristal, 200 invités, un quatuor à cordes dans un coin jouant quelque chose de léger, des plateaux de champagne circulant dans la foule, l'odeur des lys et du pain chaud. Les Mercier étaient regroupés près d'une haute fenêtre sur le mur sud. La mère d'Adrien dans son tailleur crème et ses boucles d'oreilles en perles. Le père d'Adrien en gris foncé. Adrien entre eux, ajustant à nouveau ses boutons de manchette. Ma mère se tenait près de l'entrée, accomplissant des tâches d'accueil qui ne lui avaient pas été attribuées. Robe bleu marine de mère de la mariée, son collier de perles, celui qu'elle touchait quand elle mentait. Elle le touchait maintenant. Manon parcourait la pièce. Chaque table recevait la même main sur l'épaule, le même hochement de tête, le même rire répété. La robe était en satin ivoire avec une traîne de 1,20 m. Je me tenais près du bar. J'ai pris une eau pétillante. Je n'ai pas bu. Manon m'a vue. Elle a marché vers moi avec ce rire déjà en marche. Elle nous a positionnés de manière à ce que nous soyons face au groupe des parents Mercier et de 3 de ces demoiselles d'honneur et d'un petit groupe de cousins.
Environ 15 personnes à portée de voix directe, 60 autres à portée de voix. Elle a légèrement haussé la voix. Pas un cri, juste assez. Régine, avant les discours, je veux rendre ça officiel. Je veux que tu me donnes les clés de la maison du lac aujourd'hui devant tout le monde comme ton cadeau de mariage. Plusieurs invités se sont tournés. La mère Mercier a levé la tête. Son mari a interrompu une phrase avec un invité de Neuville-sur-Saône. J'ai dit, Manon, ce n'est pas le bon moment. C'est le moment parfait. La famille d'Adrien est ici. Il devrait voir que nous partageons les choses dans cette famille. Nous pouvons en parler lundi. Manon a ri. Son rire répété. Lundi, tu seras dans un avion pour la Suisse et nous serons en lune de miel. Alors aujourd'hui, s'il te plaît. Ma mère a vu le moment et est intervenue. Elle a posé sa main sur le dos de Manon. Elle a haussé la voix pour s'aligner. Manon a raison, ma chérie. Tu travailles à l'étranger. Pas de mari, pas d'enfant. À quoi cela te sert-il? Donne simplement les clés. Fais de ce jour un jour heureux pour ta sœur. J'ai dit, maman, arrête. Elle ne s'est pas arrêtée. Ne fais pas de scène, Régine. Donne-lui simplement les clés. Nous en avons discuté pendant des mois. Tu sais ce que ton père aurait voulu. Maman, tu ne sais pas ce que mon père aurait voulu. Ne me dis pas ce que je sais. L'attention de la pièce était maintenant sur nous. Peut-être 60 têtes, puis 80. Le quatuor à cordes a continué à jouer pendant une demi-mesure puis s'est éteint lorsque le violoncelliste a levé les yeux et a vu ce qui se passait. Tous les visages s'étaient tournés vers moi. Je tenais ma petite pochette bleu marine dans ma main gauche. Ma main droite était à mes côtés. Ma respiration était régulière. Non, j'ai dit un mot. Le sourire de Manon s'est resserré. La performance a brièvement glissé. Régine, ne me fais pas ça le jour de mon mariage. Je ne te fais rien, Manon. Ma mère a dit plus fort, Régine, ne sois pas égoïste. Ton père aurait voulu ça. Il a toujours dit, la famille d'abord. La pièce était silencieuse maintenant. 200 personnes étaient silencieuses. Même les serveurs avaient cessé de bouger. J'ai gardé ma voix neutre. J'ai gardé les yeux sur ma mère. Mon père voulait exactement ce qui est écrit dans son testament, maman. Ce que toi et moi savons toutes les deux n'est pas ce que tu as dit à tout le monde pendant les 4 dernières années. Le visage de ma mère a changé. Il a changé par étapes. D'abord la confusion, puis la reconnaissance que je savais, puis la chose plus ancienne et plus dure en dessous. Sa main est montée et elle m'a giflé. Le son a traversé la salle de bal, un craquement net et sec. Le quatuor à cordes a cessé de jouer au milieu d'une mesure. L'empreinte de la main a fleuri sur ma joue gauche. Chaude, immédiate, visible de l'autre bout de la pièce. Je n'ai pas porté ma main à mon visage. Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas regardé le sol. J'ai tourné ma tête lentement jusqu'à ce que je regarde ma mère à nouveau. Je l'ai regardée dans les yeux pendant 3 secondes complètes. Manon, derrière elle, a fait un petit bruit comme un petit animal. La mère d'Adrien avait une main sur le bras de son mari. Son visage était très immobile. Elle regardait ma mère. Elle ne me regardait pas. J'ai ramassé ma pochette là où elle était tombée sur le sol à mes pieds. J'ai traversé le groupe d'invités, devant 3 demoiselles d'honneur, devant une cousine, devant le barman qui tenait une coupe de champagne figée à mi-versement, hors de la salle de bal, à travers les doubles portes, à travers le hall, devant le maître d'hôtel, qui a reculé sans parler. Sur la terrasse. La terrasse était vide. L'air de mars était 20 degrés plus froid que la salle de bal. Le froid sur ma joue gauche était la seule chose qui me maintenait stable. J'ai ouvert ma pochette. J'ai sorti mon téléphone. Ma main tremblait légèrement. Je l'ai stabilisé contre la balustrade. J'ai composé le numéro d'Antoine. Le téléphone a sonné 2 fois. Il a décroché. J'ai dit un mot, maintenant. Il a dit, 8 minutes. J'ai raccroché.
Je suis resté sur la terrasse pendant 2 minutes de plus. J'ai respiré l'air froid. J'ai redressé ma robe. J'ai touché mes cheveux une fois. Je n'ai pas regardé ma joue. Je suis rentré à l'intérieur. J'ai traversé le hall. Je suis entré dans la salle de bal par la porte latérale. Je me suis dirigé vers ma table attribuée dans la section d'honneur. Table 2. Je me suis assise entre une cousine âgée des Mercier et une chaise vide où mon père aurait été. Le maître d'hôtel avait discrètement fait signe à la cuisine. Le premier plat était servi. Bisque de tomates. Les serveurs se déplaçaient dans la pièce sans parler. Ma mère était retournée à sa place à la table d'honneur. Elle ne mangeait pas. Ses mains étaient jointes sur ses genoux. Manon avait été réinstallée à côté d'Adrien. Adrien regardait la table. Les parents Mercier étaient retournés à leur table. La mère d'Adrien me regardait. Je ne l'ai pas regardé directement. J'ai pris ma cuillère. L'empreinte de la main sur ma joue était encore chaude. J'ai mangé 2 bouchées de soupe. J'ai posé la cuillère. J'ai placé ma serviette sur mes genoux. La cousine âgée des Mercier à côté de moi s'est légèrement penchée. Elle a dit très doucement, « Vous allez bien, ma chère ?» J'ai dit, « Je le serai. » Elle a dit, « J'ai une amie qui est avocate en droit de la famille à Grenoble. Si vous avez besoin d'un nom plus tard, je vous en donnerai un. » J'ai dit, « Merci. » Elle n'a rien dit d'autre. Le deuxième plat est arrivé. Flétan rôti. Je ne l'ai pas mangé. Je l'ai coupé en morceaux. J'ai réarrangé les morceaux. J'ai bu de l'eau. Ma mère, de l'autre côté de la pièce, picorait son assiette. Une fois, elle a levé les yeux vers moi. Je n'ai pas regardé en retour. Manon pleurait doucement dans sa serviette. Adrien avait éloigné sa chaise d'1,5 centimètre de la sienne. Il regardait la nappe. La mère Mercier n'avait pas pris sa fourchette. Un toast a commencé. Un oncle Mercier s'est levé. Il a prononcé un court discours poli. Il a levé son verre. Environ un tiers de la salle a levé son verre. Les 2 tiers restants ne l'ont pas fait. L'oncle s'est rassis rapidement. Le maître d'hôtel s'est approché de ma table. Il s'est penché et a dit doucement, « Mademoiselle Dubois, un monsieur est arrivé dans le hall et demande à s'adresser brièvement à la salle. Il dit que vous l'attendez. » J'ai dit, faites-le entrer. Faites de la place à la table d'honneur. Il a hoché la tête une fois et est parti. J'ai attendu 1 heure. C'est tout ce qu'il a fallu. À 18h50, les portes principales de la salle de bal se sont ouvertes. Maître Antoine Leclerc est entré. Costume bleu marine, porte-documents en cuir sous le bras droit, cheveux blancs soignés, 68 ans. Il marchait comme il était entré dans son propre bureau 5 semaines auparavant, d'un pas régulier, sans hâte. Le coordinateur de l'hôtel, que j'avais briefé à la porte plus tôt cet après-midi-là, marchait un demi-pas devant lui. Je me suis levé. Antoine est arrivé devant la table d'honneur. Il a posé son porte-documents sur le coin de la table. Il s'est tourné pour faire face à la salle. 200 personnes se sont tues. Il a parlé, « Bonsoir. Je m'appelle Antoine Leclerc. J'ai été l'avocat et l'ami personnel de Gérard Dubois pendant 25 ans. Je suis le fiduciaire de sa succession. Je ne serais pas venu à ce mariage sans y être invité, à moins que ce ne soit nécessaire. C'est nécessaire. » Ma mère s'est à moitié levée de sa chaise à la table d'honneur. « Antoine, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas approprié. » Antoine, doucement, sans se tourner vers elle, « J'ai bien peur, Hélène, que si. » Elle s'est assise. Elle n'a pas regardé Manon. Sa main est allée à son collier de perles. Antoine a ouvert le porte-document. Il en a sorti un document agrafé. Il l'a tenu de manière à ce que la salle puisse voir la page de couverture. Ceci est la fiducie révocable famille Dubois. Elle a été exécutée le 14 décembre 2021 dans mon bureau devant 2 témoins résidant toujours en France.
Elle a été signée par Gérard Dubois alors qu'il était sain d'esprit, 11 jours avant que toute prescription de morphine palliative ne soit remplie. La capacité est documentée dans mes notes contemporaines également dans ce dossier. Il a tourné une page. La fiducie transfère la propriété de la maison du lac au lac du Bourget, Savoie, à une fiducie révocable. La propriété a été achetée en 2018 entièrement avec des fonds du compte de supplément de retraite personnel de Gérard Dubois, établi en 1981. Jamais mélangé avec les actifs conjugaux. Au décès du constituant, la propriété est transmise à un seul bénéficiaire nommé. Il a lu la ligne suivante lentement, bénéficiaire unique, Régine Marguerite Dubois. Aucune autre partie nommée, aucune réclamation conjugale attachée. Manon s'est levée à la table d'honneur. Ce n'est pas, ça ne peut pas être juste. Ce n'est pas ce que maman m'a dit. Antoine s'est tourné vers Manon calmement, j'ai bien peur que si, Manon. C'est le cas depuis décembre 2021, il y a 4 ans et 3 mois. La salle a expiré. Quelques invités se sont regardés. La mère Mercier a posé sa fourchette très délicatement sur le bord de son assiette. Ma mère a dit, Antoine, ce document est invalide. Gérard n'était pas dans son bon droit. Antoine s'est tourné vers un onglet différent. Hélène, je m'attendais à ce que vous disiez cela, alors je veux l'aborder directement avec la salle en tant que témoin. Il a sorti un deuxième document agrafé. Ceci est l'attestation de capacité signée le 14 décembre 2021 par le docteur Jacques Fournier, chirurgien à la retraite d'Annecy, et Grégoire Bernard, ingénieur principal à la retraite d'Alstom-Belfort. Les 2 hommes se sont entretenus avec votre mari pendant 2 heures. Les 2 hommes ont confirmé sa clarté cognitive. Les 2 hommes sont vivants et prêts à fournir un témoignage sous serment si cela est contesté. J'ai parlé avec le docteur Fournier par téléphone la semaine dernière. Il est disponible avec un préavis de 24 heures. Ma mère s'est rassie brusquement. La chaise a raclé le bois. Antoine a de nouveau fouillé dans le porte-documents. Il a sorti un petit haut-parleur noir. Il l'a posé sur la table d'honneur à côté du document de fiducie. Il a sorti son téléphone. Il a parlé à la salle, le 11 mai 2022, un mois après les funérailles de Gérard Dubois, Hélène Dubois a visité mon bureau sans rendez-vous. Elle m'a demandé de détruire ce document de fiducie. J'ai refusé et documenté la conversation. 4 jours plus tard, le 15 mai 2022, elle a laissé un message vocal sur la ligne principale de mon cabinet. Ce message vocal est conservé sur notre système téléphonique. Je vais le faire écouter maintenant. Il a appuyé sur lecture. La voix de ma mère est sortie du haut-parleur. 4 ans plus jeune, rapide, presque joyeuse, Antoine, c'est Hélène Dubois. J'ai besoin que vous détruisiez ce document mis à jour. Cela déchirera la famille. Gérard ne pensait pas clairement quand il l'a fait. S'il vous plaît, détruisez-le. Rappelez-me. Le message vocal s'est terminé. La salle de bal était complètement silencieuse. Antoine a appuyé à nouveau sur lecture. Le message vocal a été répété. La main de ma mère était serrée sur son collier de perles. La main de Manon a volé à sa bouche. Un halètement fort et aigu. Antoine l'a fait écouter une 3e fois. À la 3e écoute, la mère Mercier s'était levée de sa chaise. Elle regardait son fils. Son visage était très immobile. Adrien regardait le sol. Antoine a laissé le message vocal se terminer pour la 3e fois. Il a éteint le haut-parleur. Il a remis son téléphone dans sa poche intérieure. Il a parlé une fois de plus, demander à un avocat de détruire un document de fiducie dûment exécuté est une affaire grave. Cela constitue une sollicitation en vertu du droit pénal français. J'ai conservé la demande, le message vocal et mes notes contemporaines. Je les mettrai à la disposition du bureau du procureur de Chambéry lundi matin pour examen. Il a fait une pause. Il y a une autre affaire. J'ai également localisé l'évaluateur agréé qui a été engagé en août de l'année dernière pour évaluer la propriété du lac au lac du Bourget. L'estimation a été commanditée par Hélène Dubois. L'estimation a été utilisée pour étayer une déclaration d'actifs apportée dans un accord matrimonial.
Hélène Dubois n'est pas, n'a jamais été et ne sera jamais la propriétaire de cette propriété. L'utilisation de cette estimation dans un contrat est une fausse déclaration. La mère Mercier a marché jusqu'à la place de Manon, assise à la table d'honneur. Elle a ramassé le petit folio de placement en cuir qui reposait à côté de l'assiette de Manon. Je l'ai regardé l'ouvrir. Je l'ai regardé trouver ce qu'elle cherchait. Elle a sorti un document agrafé du folio, la déclaration d'actifs apportée de l'accord annexe. Manon avait gardé sa copie avec son marque-place pour montrer à ses cousines plus tard. La mère Mercier l'a tenue brièvement. Elle a lu la section pertinente pour elle-même. Sa mâchoire a bougé une fois. Elle s'est tournée vers Adrien. Elle a prononcé une phrase calmement, assez fort pour que la table d'honneur l'entende. Nous devrons en discuter à la maison ce soir. Elle a pris Adrien par le coude. Le père Mercier s'est levé. Il a boutonné sa veste de costume. Tous les trois sont sortis de la salle de bal par les portes principales. Ma mère s'est rassis lourdement sur sa chaise. La chaise a de nouveau raclé le parquet. Manon pleurait. Des pleurs forts et affreux, le genre qu'elle n'avait jamais pratiqué devant un miroir. Sa traîne en satin ivoire était entassée sous le pied de la chaise. Antoine a fermé le porte-document, l'a ramassé, et retourné à travers la salle de bal. En passant devant ma chaise, il s'est arrêté. Il m'a regardé. Il a hoché la tête une fois. Il a continué à marcher. Il est sorti par les portes principales. Si vous avez déjà dû établir une limite si claire qu'elle a mis fin à une relation, et que vous avez ressenti ensuite, non pas de la fierté, non pas de la colère, juste du calme. Dites-le moi. Je veux savoir quelle était la vôtre. Je me suis levée. J'ai pris mon manteau sur le dossier de ma chaise. Je suis sortie de la salle de bal sans regarder personne. J'ai conduit les 3 heures d'Annecy au lac du Bourget cette nuit-là. L'autoroute était vide. J'ai croisé 3 camions et un gendarme. Je n'ai pas allumé la radio. Mon téléphone a vibré sur le siège passager. Je l'ai laissé vibrer. Je l'ai retourné face contre terre à la prochaine station-service. Je suis arrivée à la maison du lac à 23h30. J'ai allumé la lumière du porche, déverrouillé la porte, suis entrée. La maison était froide. J'ai allumé le poêle à bois. J'ai sorti la vieille couverture de laine de mon père du placard et l'ai enroulée autour de mes épaules. J'ai fait du thé. Je n'ai pas mangé. Je me suis assise par terre devant le feu. J'ai ouvert mon carnet en cuir, la clé en laiton sur son porte-clés en cuir. La lettre maintenant dépliée et lue de nombreuses fois. J'ai lu son dernier paragraphe à voix haute, à personne. Au lac, au ponton, à moi-même, Régine, tu es la fille qui n'a jamais rien demandé. Alors, je demande en ton nom. Prends ce qui est à toi. Construis une vie qui est à toi. Et quand tu auras besoin de moi, regarde l'eau. Je veillerai. Je suis restée à la maison du lac pendant 4 jours. J'ai marché sur le ponton tous les matins. J'ai bu du café sur le porche dans la vieille couverture de laine de mon père. J'ai fait des feux. J'ai dormi 10 heures par nuit pendant 3 nuits consécutives. Je n'ai pas vérifié mon téléphone. Ma mère a appelé 14 fois le premier jour. Ma sœur a appelé 8 fois. J'ai laissé les messages vocaux remplir la boîte de réception sans les écouter. Le 3e jour, ma cousine Chloé a envoyé un message, la famille d'Adrien a appris la nouvelle par un ami de Grenoble. L'avocat de maman a appelé le tien. Reste où tu es. Le mardi, mon bureau à Zurich a envoyé un email. Brigitte n'avait rien entendu de ce qui s'était passé. Elle a écrit, « Reviens quand tu reviendras ». Je lui ai envoyé 2 phrases, « Je serai de retour lundi prochain. Merci ». Antoine a envoyé un email mercredi. Le bureau du procureur avait reçu son dossier. Il prendrait contact dans les semaines à venir. Il n'a inclus aucun commentaire. Je suis rentrée à Zurich le dimanche suivant. Je n'ai pas parlé à ma mère depuis. Je n'ai pas parlé à ma sœur depuis. Je ne compte pas le faire. La 4e nuit avant mon départ, je suis allée sur le ponton à minuit.
Le lac était immobile. La lune était une fine courbe sur la rive ouest. L'eau était noire et silencieuse. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas ri. J'ai respiré une fois, 2 fois, 3 fois. J'ai parlé à haute voix à l'eau, j'écoute toujours, papa.